chapitre stock. Ce chapitre-là, les objectifs escomptés, c'est de connaître le compte de stock marchandises, ça sert à rien, ça sert à quoi, pardon? Quels sont les éléments qui composent l'inventaire ou bien le stock? On va voir, tout ça, c'est ce qu'on appelle les notions de stock. Après, on va voir ensemble comment on procède au dénombrement, au comptage, à l'inventaire du stock. Quelle est l'utilité de l'inventaire? Quelles sont les fréquences? Quelles sont les procédures à faire? Comment on fait le contrôle? Et quel est l'impact et les conséquences des erreurs ou bien des anomalies produites lors d'un inventaire physique. Aussi, on va voir comment, quand on achète de la matière première, quand on achète des produits finis pour les revendre, comment on détermine, comment on calcule le coût total de l'achat de marchandises. Après, on va voir comment on comptabilise les stocks. D'accord? Selon deux systèmes. Il y a un système qu'on appelle le système d'inventaire périodique et le système d'inventaire permanent. Et à la fin, on va voir comment, à la fin d'une période ou d'un exercice financier, comment on évalue le stock. Il y a à peu près plusieurs méthodes, mais ici au Canada, on utilise majoritairement trois méthodes: le coût propre, le coût moyen pondéré et la méthode d'épuisement excessif, c'est-à-dire première entrée, première sortie. Première entrée, première sortie, FIFO, first in, first out. Un stock est une quantité d'articles gardés en réserve pour satisfaire aux besoins, aux demandes qu'on reçoit de l'extérieur et aussi pour répondre aux besoins à l'interne. Les stocks permettent de maîtriser les flux et de réguler les consommations. Une bonne gestion de stock se traduit par la disponibilité immédiate lors d'un besoin ou une demande qui concerne matières premières, marchandises, produits intermédiaires, produits finis, diverses fournitures. Normalement, les usines, les unités de production, les employés administratifs, toujours, ils ont besoin de fournitures, d'articles, d'outils, etc. Et il faut gérer le stock afin de satisfaire en temps réel et sans retard les besoins. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à répondre à ces besoins-là, ben on aura un problème dans le fonctionnement et la réalisation des tâches de ces demandeurs, de ces entités en besoin d'articles ou fournitures, etc. Et même chose pour les clients. D'accord? Donc, la gestion des stocks s'avère vraiment, vraiment quelque chose qui est très, très primordial pour la pérennité de l'entreprise. Donc, la gestion des stocks, c'est des activités et techniques destinées à maintenir le stock d'articles ou de produits ou de fournitures à un niveau acceptable, admissible, afin, comme j'ai dit, satisfaire aux besoins, aux demandes qui ne parviennent de l'extérieur comme ils ne parviennent de l'intérieur de l'entreprise. La gestion de stock est l'ensemble des mesures utilisées pour savoir quelle quantité commander et à quel moment. Okay. Généralement, les gestionnaires de stock, toujours, ils anticipent les événements. Ils vont prévoir sur un échelon de temps combien il nous faudra
de quantité et à quel moment il faut faire le réapprovisionnement. C'est ce qu'on appelle le point de déclenchement ou bien de passation des commandes. Pourtant, la manière de gérer ces marchandises n'est pas si évidente à mettre en place. Effectivement, il doit permettre d'atteindre un équilibre entre les coûts de stockage faibles et une capacité de répondre aux besoins croissants des clients. Même si vous allez dire, écoutez, moi je vais acheter une quantité importante et ces quantités-là, je vais les mettre dans le stock. Mais est-ce que la totalité de vos achats de matières premières, fournitures, produits, etc., est-ce que c'est optimisé? Est-ce que vous n'aurez pas un surstockage? Est-ce qu'effectivement, c'est la quantité dont vous aurez besoin en tant qu'utilisateur interne ou bien la quantité vraiment que vos clients auront besoin? C'est le dilemme qu'il faut gérer toujours parce que qui dit stock dit coût de stockage. On vient ce qu'on appelle donc, pourquoi j'ai dit ça? C'est que si jamais vous allez acheter et vous n'avez pas optimisé vos achats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de possession, ça va vous coûter cher. Et vous avez une mauvaise gestion de stock. Et si je vous conseille d'aller voir, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube vraiment dédiées juste pour la gestion de stock. C'est hyper intéressant. Si jamais vous trouvez de travail dans la gestion de stock ou bien l'approvisionnement, ben, c'est hyper intéressant. D'accord? On va voir la gestion de stock dans son globalité, les intervenants, l'environnement, etc. Regardez, nous avons l'expression de besoin, ça c'est côté interne, comme le côté externe. Bon, on va passer à l'achat. Le fournisseur, vous voyez ici, le fournisseur le livre. On vérifie la conformité en stock et le paiement, bien sûr, ça peut être au moment du stockage, ça peut être après la réception, etc. D'accord? Nous avons ici, quand vous voyez à votre droite, il y a un besoin de quoi? Matières premières, fourniture. Et je répète encore une autre fois, la gestion du stock se base sur des formules. C'est des optimisations des stocks. On ne peut pas juste acheter et remplissez l'entrepôt comme ça, et sinon vous aurez beaucoup de pertes. Donc, la gestion de stock, normalement, grosso modo, la bonne gestion, ce qu'on appelle gestion optimale de stock, ou bien optimisée de stock, cherche deux choses. Cherche à éviter les ruptures de stock, c'est-à-dire le stock, on ne trouve plus les articles, les fournitures disponibles dans le stock pour répondre à des besoins, c'est les ruptures de stock ou bien le surstockage. Donc, ces deux choses-là, la gestion optimale du stock va nous permettre de ne pas tomber dans ce délai, soit rupture, soit surstockage. Maintenant, on arrive au dénombrement matériel ou bien physique des stocks. D'accord? Donc, l'inventaire, c'est quand, par exemple, vous allez prendre un ensemble d'éléments et vous allez faire le dénombrement, le comptage. Parfois, on appelle le comptage ou bien l'inventaire physique, le comptage physique ou le dénombrement physique. D'accord?
L'objectif, c'est de comparer le stock. Par exemple, nous avons un stock par exemple, de télévision ou bien d'ordinateur. Dans la comptabilité, on nous dit comme quoi il nous reste, donc on a démarré l'année ou bien l'exercice avec 100 ordinateurs. Durant 12 mois, on a acheté 400, c'est 500. Durant 12 mois, on a vendu 400. Donc, normalement, dans la comptabilité, il nous reste 100 ordinateurs. D'accord? Donc, l'inventaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affirmer ou infirmer. Il va nous confirmer, est-ce que c'est vrai? Ça nous reste 100 $, ça reste 100 ordinateurs à la fin de l'exercice, ou bien non, ou bien plus, ou c'est moins. C'est ça le stock que la comptabilité nous donne, on l'appelle le stock théorique. Le stock théorique. Et le stock qu'on va dénombrer par nous-mêmes, ou bien à l'aide des appareils, c'est ce qu'on appelle le stock physique. C'est comme la même chose qu'on a fait pour la petite caisse. Avec la comptabilité, il nous dit qu'il reste dans la petite caisse 2 pièces de 2 $, une pièce d'1 $ et 5 billets de 5 $, 2 billets de 10 $, 3 billets de 50 $, 10 billets de 100 $, etc. Ça, selon la comptabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle le solde fin période de la petite caisse. Ben, on va aller ouvrir la petite caisse, la boîte métallique de la petite caisse, ou bien, je ne sais pas moi, le tiroir, et on va compter. Et on voit est-ce qu'effectivement, physiquement, réellement, effectivement, on a le même montant, la même quantité, donc indiqué par la comptabilité. Donc, c'est ça le rôle de l'inventaire physique qu'on effectue. Ici, nous avons les périodes, ou bien la fréquence de l'inventaire. Selon l'activité de l'entreprise, ça se peut que chaque jour, on va faire le comptage, d'accord? Mais s'il y a un grand magasin, le cas ici, le quotidien, dépanneur, bar, station-service. Station-service, c'est très facile, donc ils ont un tige en métal avec des mesures graduées. Et on le met dans le réservoir et on peut voir combien de litres il nous reste. Mais pour les grandes surfaces, ils ne peuvent pas faire l'inventaire quotidiennement. Même les dépanneurs, s'ils sont en grande surface, beaucoup d'articles, ils peuvent faire l'inventaire. C'est quasiment impossible de le faire quotidiennement, sauf c'est vraiment, il y a quelque chose de particulier au sein du dépanneur, comme les produits de tabac, les billets. C'est quelque chose qu'on peut compter en 15 minutes ou 30 minutes. Hebdomadaire, épicerie, on peut le faire. Mensuel, lunetterie, inventaire par exemple des montures, trimestriellement, semestriellement, annuellement. Selon la loi, toutes les entreprises doivent faire l'inventaire physique au moins une seule fois par année. D'accord? Vous pouvez faire 3, 4, 5. Ça, c'est votre affaire. Mais le minimum, il faut le faire une fois par année. Pour ce qui est, attendez, on va discuter un peu. Ce tableau-là donne un modèle de l'état des résultats d'une entreprise qui gère un stock. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cet état-là? On met les ventes. On met les ventes. Ici, on a des escomptes accordés sur les ventes ou bien des rabais
des ristournes, des remises données aux clients, ben, il faut les déduire des ventes pour dégager ce qu'on appelle les ventes nettes. Les ventes nettes. D'accord? Les ventes nettes. Donc, les ventes nettes égales les ventes. Donc, je vous ai mis là où il faut mettre les montants parce que c'est comme les autres états financiers qu'on a vus. Donc, il y a un classement, une disposition particulière pour chaque élément qui compose un état financier. Donc, une fois on a calculé les ventes nettes, eh ben, on doit aller calculer ce qu'on appelle le coût des marchandises vendues. Le coût des marchandises vendues. Regardez, attendez juste une seconde. On va faire un petit exercice en forme, c'est-à-dire c'est vous qui allez me donner les chiffres. Comme ça, quand on va revenir à ce que j'ai préparé, il vous sera très facile de le faire. OK. Donnez-moi, par exemple, un montant pour les ventes. Donnez-moi un montant. Donc, premier arrivé, premier prix. 1000. Très bien. Donc, si jamais vous allez accorder des escomptes, donnez-moi un montant des escomptes. 100. Très bien. Dans votre état, est-ce que les ventes nettes sont 1000 ou autre chose? Les ventes nettes, ce que vous avez vendu et encaissé. C'est la différence. C'est la différence. Donc, j'ai vente nette. D'accord? J'ai les ventes nettes. Égale 1000 moins les comptes, que j'ai. Voilà. Donc, c'est 900. D'accord? C'est 900 dans cette couleur. Maintenant, pour votre stock, normalement, vous avez toujours un stock initial et un stock final. Stock initial, on l'appelle stock début période. Stock marchandises de détail. Stock marchandises début période. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi juste on va prendre 200. D'accord, on va prendre les petits montres. Ça, c'est 200. Très bien. Ça, c'est stock début période. Disons début janvier. Par exemple, prends l'exercice de janvier fin décembre. Stock début période, c'est-à-dire début exercice. Durant l'exercice, vous avez effectué des achats. D'accord? Donc, achat de l'exercice, par exemple. Achat de l'exercice. Donnez-moi 250. OK, 250. Donc, vous avez acheté 250. Maintenant, comme les ventes, vous avez accordé à vos clients des rabais, etc. Donc, on va mettre par exemple, des rabais. Rabais et rendu qu'on a. Rabais et rendu. Par exemple, il y a un défaut, il y a une non-conformité, ben vous avez accordé un rabais. Donnez-moi un montant. On va mettre 20, OK. On va mettre 20. 50, OK. On va mettre 50. D'accord. Vous avez accordé des escomptes. Le client désire payer avant la date, par anticipation. Donc, il y a escompte. D'accord? Donnez-moi, par exemple, un montant faible, s'il vous plaît. Un petit montant, 10. OK. Maintenant, vous avez payé de transport sur ces achats-là. Donc, frais de transport
sur achat. Donnez-moi un chiffre. Cinquante. OK, je vais prendre 50. Maintenant, achat net égale combien? Achat net. Achat net égale combien? 140, 340. Allez-y, d'autres options? 250, moins 50, moins 10, moins... D'autres qui ont dit 140, 340, 240, OK. Les achats n'ont rien à voir avec le stock début période. Ça n'a rien à voir. Parce que le stock, là, c'est début. Il vient de l'année précédente, de l'année précédente. Il ne faut pas qu'il soit inclus dans achat net. D'accord? Donc, ici, on a mis moins. Ça veut dire que achat moins 50, moins escompte, plus frais de transport, égale achat, moins rabais, moins escompte sur achat, plus le transport sur achat. Donc, ça va donner 140. D'accord? 140. On va mettre une petite couleur jaune. Très bien. Maintenant, à la fin de votre exercice, vous aviez ce qu'on appelle stock final ou bien stock de marchandises fin de période à la fin de période. Mais avant ça, quel est le montant total des articles que vous allez vendre? Quel est le montant total de vos articles que vous allez vendre? C'est exactement, c'est 440. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé avec des articles d'une valeur de 200 $. J'ai acheté moins les remises, moins les stamps, plus frais de transport. Mes achats, 240. Donc, ce que j'ai acheté, j'avais 200 ordinateurs. J'avais des ordinateurs, leur valeur 200 $. Durant l'exercice, j'ai acheté d'autres ordinateurs, leur valeur nette 240. Donc, ce qu'on appelle le coût, ça c'est le coût de marchandises disposées ou bien disponibles à la vente. C'est ça ce que je vais vendre. Les 200 que j'avais au début, plus, les 200 valeurs, la valeur de stock initial, c'était 200 $, et la valeur des articles que j'ai achetés en exercice, c'est 240, ça veut dire ici, égale 200 plus 240. D'accord? Donc, coût de marchandises disponible à la vente. D'accord? Très bien. Donnez-moi un montant pour le stock final. Stock final. À la fin de la période, vous avez fait le comptage, l'inventaire physique, et vous avez trouvé la valeur, c'est 200. OK. Donc, nous avons trouvé 200. Maintenant, les articles que vous avez vendus,
la marchandise que vous avez vendue. Normalement, ces marchandises-là, ils vous ont coûté et vous ont coûté le coût de la marchandise disponible, moins ce qui reste, et ça, ce qui vous a coûté, la valeur de vos ventes, la valeur les ventes, ils vous ont coûté la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de vendre, les articles m'ont coûté 440. Bon, le coût des marchandises disponibles à la vente. Je suis dans mon magasin, j'ai des ordinateurs, je n'ai pas encore procédé à leur vente, leur valeur 440. À la fin de la période de l'exercice, on a fait l'inventaire physique et on a trouvé des ordinateurs. Leur valeur, c'est 200. Ça veut dire que la différence, il a été les articles qui manquent, ça veut dire qu'ils ont été vendus. Et leur coût, ce n'est pas leur prix de vente, non, le coût. Ça nous a, les articles qu'on a vendus, ça nous a coûté la différence. Donc, ici, on a juste copier-coller pour gagner du temps. Et coller. Donc, coût de marchandises vendues, donc coût de marchandises vendues, et bien, égal, coût de marchandises vendues, égal, ce que j'avais mis dans mon stock pour être vendu, moins ce qui me reste. L'écart, ils ont sorti, ils ont été vendus, moins les 200. Donc, c'est 240. 240. Je cherche. Voilà. Maintenant, la marchandise m'a coûté 240 $. Les prix de vente, 900 $. Quel est l'écart que j'ai réalisé? Est-ce que j'ai réalisé un bénéfice ou une perte? Sans parler des charges. Okay? Cette notion-là, on l'appelle marge bénéficiaire brute. Brute. Okay? Est égal vente nette point coût CMV, marchandise vendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 900 moins 240 et voilà, ça c'est ma marge bénéficiaire. Ma marge bénéficiaire. Donc, et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les charges d'exploitation. Donnez-moi un montant ou un chiffre, s'il vous plaît. 450. Donc, le total des charges d'exploitation, c'est 450. Eh bien, le bénéfice net, égale marge bénéficiaire brute moins charge d'exploitation. Égale 660, la marge brute d'exploitation, moins les charges, et bien ça donne 210 $. On va faire cet exercice ensemble, d'accord? Je vous ai déjà déposé le fichier Excel, donc tout est préparé, il suffit juste de faire les calculs. On va le faire ensemble, donc sur la base des données du mois de mars 2021, préparer l'état des résultats sur Smart Food. Nous avons les ventes, nous avons les comptes, nous avons stock début période, nous avons les achats effectués, rendu et rabais sur achat, escompte sur achat, frais de transport à l'achat, stock de marchandises fin période et charges d'exploitation. Donc, on va aller tout de suite chercher le fichier, ça ne sera pas long.
Attendez, je n'ai pas partagé celui-là. Ok, maintenant, elle est partagée. Donc, je m'excuse, je ne l'ai pas partagé. Voilà le cas qu'on va faire ensemble. Sur la base des données du mois de mars 2021, on prépare l'état des résultats de la société Smart Food. On a les ventes, escompte sur les ventes, stock marchandises début période, achat, rendu et rabais sur achat, escompte obtenu sur achat, frais de transport payés sur les achats, stock marchandises fin de période et enfin le montant des charges d'exploitation. Nous avons le canevas, le formule, le canevas, le modèle pour préparer l'état des résultats. On va le faire ensemble. Alors, je vais aller chercher mon fichier Excel. Donc, j'ai les ventes. Donc, voici les ventes égales, voici les ventes, c'est ça, $1000. D'accord? Donc, $1000. Les ventes, c'est $1000. Moins escompte. Donc, moins escompte. Donc, escompte, c'est $100. Elle est là, $100. Donc, vente moins escompte, ça va me donner normalement $900. Donc, 1000 moins 100, ça donne $900 qui est vente nette. Vente nette. Maintenant, côté coût des marchandises vendues. Coût des marchandises vendues égale quoi? Égale le stock de marchandises plus achat net. Stock de marchandises, donc le stock de marchandises égale, on va le chercher, stock de marchandises début période, c'est $100. Maintenant, il faut calculer les achats séparément. Achat net, on a dit achat. Dans le manuel, dans plusieurs manuels, on met plus achat. D'accord? On met plus achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez calculer achat net, vous allez ajouter stock de marchandises aux achats nets. D'accord? Il ne faut pas ajouter 100 achats aux achats, etc. Non, il faut laisser le stock tout seul. Donc, achats. Combien se chiffrent les achats? Déjà, les achats de l'exercice de 2 mois, ici on a un mois, oui. L'exercice terminé le 31 mars. OK. Cet exercice-là, il débute 1er, 1er février et se termine 31 mars. D'accord? Donc, j'ai attendez, j'ai les achats, ils sont là, les achats. Voilà. Est-ce qu'il y a des rabais? Est-ce qu'il y a des rendus sur achat? Oui. Ben, il faut retrancher ce montant-là du montant des achats. Donc, moins achat, moins rendu et rabais. Rendu et rabais, elle est là. Attendez, ça fait la formule. Égale 650 moins rendu. Là. Voilà. Excusez-moi, l'exercice commence le 1er avril, se termine 31 mars. OK? 1er avril et se termine 31 mars. Pardon. Escompte sur achat. Escompte sur achat. Est-ce qu'il y a escompte? Oui, il y a l'escompte. Donc, moins escompte égale moins escompte achat 40. Voilà. Si je n'avais pas le frais de transport, 560 sera achat net. D'accord? Sera achat net. Mais puisque j'ai un montant payé sur le transport de ces achats-là, ben, je vais mettre égal frais du transport $100. Et voilà. Donc, achat net égale 650 moins rendu moins escompte plus 100. D'accord? Plus 100. Ça donne $660. Achat net. Maintenant, j'ai commencé l'exercice 1er avril 2020. J'ai commencé avec
un stock de 1000 $. J'ai, du 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021, j'ai réalisé des achats de 650 sur lesquels j'ai obtenu des rabais et des rendus et sur lesquels j'ai payé frais de transport. Donc, j'ai des achats nets de l'exercice sont de 660. Donc, mon stock début, sa valeur, c'est 100, plus les achats, 660, ça 760. Donc, 760, je l'ai mis, j'ai mis ces articles-là à la disposition de mes commerciaux, de mes vendeurs et vendeuses. Je leur ai dit, écoutez, vous avez la marchandise, ça coûte 760, allez-y, vendez-la. À la fin de l'année, on a fait l'inventaire physique. Et combien on a trouvé? Égal, on a trouvé stock 20. On a trouvé des articles dont la valeur, c'est 25 $. 25 $. Donc, 760 que j'ai mis à la disposition de mes vendeurs et dans le coût réel de ces articles-là à vendre est de 760, j'ai enfin trouvé juste quelques articles dont la valeur est 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart, la différence, ils ont été vendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marchandise que mes commerciaux, que mes vendeurs et vendeuses, la marque qu'ils ont vendue, il m'a coûté 735. Et ces vendeurs et vendeuses, ils ont vendu cette marchandise à 900 $. En conclusion, ils ont une marchandise qui m'a coûté 735 a été vendue à 900 $ durant l'exercice. Est-ce que j'ai réalisé une marge bénéficiaire ou bien une marge déficitaire? Je vois ici, j'ai réalisé une marge bénéficiaire brute de 165 $. D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai des charges? Bien sûr, j'ai des charges. Donc, on va aller chercher les charges. C'est 100. Eh bien, le bénéfice net de fin de l'exercice, ok, donc s'élève à 65 $. D'accord? Maintenant, si je veux calculer ce qu'on appelle le taux de la marge bénéficiaire sur le chiffre d'affaires, ben je prends marge bénéficiaire divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100, ben, ça va me donner à peu près 18 $, quelque chose. Voilà. Oups. On va changer la formule. Voilà. Voilà. Égal, on a dit marge bénéficiaire divisé par chiffre d'affaires, c'est 18%. On va faire 2 après la virgule. Voilà. Ce qu'on appelle taux de la marge bénéficiaire. Voilà. Donc, on va faire le deuxième. Donc, je crois que je l'ai sur le diapo. Voilà. 1000. OK. Faites-moi, s'il vous plaît, l'état des résultats, OK, pour le mois d'avril. D'accord? Vous avez les ventes, escompte, stock, marchandises début, achat, rendu et rabais sur achat, escompte sur achat, stock marchandises fin période et charge d'exploitation. Allez-y, faites cet exercice. Donc, on va le faire sans fond. Donc, j'ai les ventes. Les ventes, c'est 20 000. J'ai l'escompte. Si je n'ai pas l'escompte, les ventes net vont rester les ventes. Hein. Donc, j'ai un escompte de 1000 $. Donc, les ventes nettes
Les ventes nettes, non, ça ne se trouve pas, je trouve pas cet exercice sur Léa. Non, ça existe, cherche-le, mon ami. Je l'ai mis dans cours et je l'ai mis dans études de cas. Cherche-le bien, mon ami, cherche-le bien. Donc, les ventes nettes, c'est 19 000. En ce qui concerne le coût des marchandises vendues, on commence par stock de marchandises au début de l'exercice. Donc, c'était combien? C'était 2 000 $. Maintenant, je dois calculer les achats nets. Donc, achat net égale achat moins les rabais, remises, ristournes obtenus sur achat, moins escompte sur achat, plus des frais engendrés par l'opération de l'achat. Donc, achat, donc c'est 15 000, moins les rendus et rabais, donc rendus en cas de défectuosité ou de non-conformité, c'est 650. Les escomptes obtenus sur les achats, donc c'est 700, voilà. Donc, les escomptes, achats nets, c'est, je n'ai pas les frais de transport, seront 13 650. Mais j'ai des frais que j'ai payés sur le transport. Donc, le frais de transport, c'est 850. Eh bien, le total, le montant, la valeur des achats nets, c'est achat, moins rabais, remise, ristourne, escompte, plus frais de transport, assurance, courtier de douane, etc. Ça m'a donné 14 500. 16 500, 14 500, pardon. Donc, la valeur de la marchandise disponible que j'ai remis au magasinier et que j'ai demandé aux vendeurs et aux vendeuses d'aller la vendre, cette marchandise-là, sa valeur, c'est 16 500. À la fin de la période, on a allé faire l'inventaire physique et on a trouvé, dans le stock final, on a trouvé sa valeur de 500 $. D'accord? Maintenant, si j'avais la valeur de la marchandise que j'ai donnée à mes vendeurs et vendeuses, sa valeur était 16 500, la valeur de la marchandise, qui ne constitue pas la valeur des stocks initiales avec lesquels j'ai commencé la période, plus les achats effectués durant la période, c'était 16 500. Maintenant, je trouve juste 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ventes que j'ai vendues, leur coût égale 16 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 16 500, le coût de la marchandise disponible pour mise à la disposition des vendeurs et vendeuses pour la vente coûtait 16 500. À la fin de la période, on a fait l'inventaire et on a trouvé que le stock disponible, qu'on a compté, qu'on a inventorié, qu'on a dénombré, sa valeur est de 500. Ça veut dire que l'écart de 16 000, c'est la valeur, le coût que nous a coûté la marchandise que les vendeurs et les vendeuses ont vendu. Maintenant, le prix de vente de cette marchandise était de 19 000, moins le coût réel que nous a coûté cette marchandise qu'on a vendue, c'est 16 000. Donc, j'ai réalisé une marge bénéficiaire de 300 $. Maintenant, est-ce qu'on a un bénéfice ou une perte? Il fallait déduire aussi les charges d'exploitation de 2500. Eh bien, le bénéfice net de fin exercice, eh ben, c'est 500 $. OK? 500 $. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Donc, vous m'avez donné 400. Supposons que
on s'est trompé dans l'inventaire physique. Au lieu de mettre 500, vous m'avez dit, on va prendre 400. Je vais monter en haut, je vais mettre 400. Mais attention, prenez screenshot virtuel de l'état des résultats en ce qui concerne coût de marchandises vendues, etc., etc. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais mettre ici 400, d'accord? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quel est l'impact? Quel est l'impact d'une erreur commise lors de l'inventaire physique? Quels sont les éléments qui seront affectés? Le bénéfice. Okay. Donc, j'ai le bénéfice. Très bien. Quoi d'autre? Donc, le coût de marchandises vendues. OK, coût de marchandises vendues. Alice, la marge bénéficiaire. Très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, pour l'exercice, vous voyez devant vous, nous avons vu qu'une erreur peut affecter pas mal d'éléments. Supposons on a clôturé l'exercice. Donc, tout à l'heure, on a dit l'erreur a affecté ou bien a influencé ou affecté. Il y avait un impact sur le coût de marchandises vendues, sur la marge bénéficiaire et sur le bénéfice net. Très bien. Maintenant, ma question. Il reste un élément. Quand on va clôturer l'exercice, comment vous allez voir l'affectation de ce stock-là sur la clôture, ou bien après la clôture? Donc, je vous ai dit 50% de la réponse. Vous avez fini votre exercice. Vous allez commencer un autre exercice. Quel est l'impact de l'erreur qu'on a commise lors de l'inventaire physique sur le nouveau exercice, le nouvel exercice? Exactement. Vous aurez un stock de marchandises début exercice erroné. OK? Parce que le stock fin de avril 2021 sera le stock début l'autre exercice qui commence 1er mai. D'accord? Et même chose, et la même chose pour le bénéfice non réparti. Parce que le bénéfice, il est aussi erroné. D'accord? Donc, ça, c'est très important. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons l'exercice actuel, c'est 2021. L'exercice suivant, 2022. Il ne faut jamais régulariser, redresser, corriger les erreurs de 2021 dans l'exercice 2022. Il faut toujours respecter le principe de séparation des périodes ou bien rattachement des périodes, etc. Il faut toujours revenir à l'exercice concerné et faire les régularisations, les corrections requises, les modifications nécessaires, les corrections qui s'imposent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans ce cas-là, on va revenir à l'exercice qui se termine 30 avril et on va corriger la situation.
Quand on va, comment, ben on va venir ici, on va corriger, on va mettre que c'est 500, ce qui est le montant correct. On va faire les écritures. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va reporter comment dirais-je, le stock final avec le bénéfice qui sera lui aussi redressé par tacite de reconduction. Même les autres corrections qui concernent un exercice doivent être effectuées dans l'exercice concerné. Admettons, après 6 ans, on a trouvé l'erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cet exemple-là, il va vous expliquer l'impact, les répercussions d'une erreur d'évaluation de stock de fin de période. Exemple, une marchandise d'une valeur de 3 000 $ était en consignation chez une autre partie tierce, mais il n'a pas été compté lors de l'inventaire physique de fin d'année. Cette erreur peut fausser les valeurs des coûts de marchandises vendues, marge bénéficiaire brute, le bénéfice net et le stock début de la période. D'accord? Même stock final de cette période-là et même le stock début de la période suivante. Donc, l'erreur est due à une marchandise qui a été déposée, exposée chez une autre entreprise en consignation. On a oublié. Ça arrive. Donc, l'erreur est humaine, comme on dit. Puis après. Non. Admettons, vous êtes en 2006. Vous avez décelé l'erreur qui a été commise en 2010. Ben, vous allez en 2010 corriger la situation 2010. Quand vous corrigez la situation 2010, c'est normal que 2001 sera modifié, 2002, 2003 jusqu'à 2006. Bon, je reviens. Regardez l'état partiel des résultats. Avant la correction, donc, on avait 188 000 ventes, stock début, plus achat. Okay. Le stock fin, c'était 6 000. Mais on n'a pas compté les 3 000. Donc, nous avions une marge bénéficiaire de 119 000. Mais regardez après la correction. La correction, c'est au niveau du stock. OK? Donc, nous avons 9 000, c'est-à-dire on a ajouté les 300 $ qu'on a omis, qui concernaient une marchandise consignée à l'extérieur chez une autre entreprise. Et par conséquent, le coût de marchandise vendue a diminué et la marge a augmenté. D'accord? Ici, si on fait les corrections, on trouve que même chose pour ce qui est, c'est 2008, 2007. En 2008, on a repris le stock de 6 000. D'accord? Mais regardez, après correction, c'est tout à fait différent. Donc, au lieu de 6 000, on a ajouté les 9 000. Et quand on a calculé après la correction sur la base des éléments de 2008, on a trouvé que c'est 118. Avant, on avait calculé 119. D'accord? Donc, ça donne l'ampleur. Vous pouvez avoir une erreur commise lors de l'évaluation du stock au moment de l'inventaire physique. D'accord?
Est-ce que vous avez des questions? La détermination et le calcul du coût du stock de marchandises. Lors de la détermination du coût des biens en stock, il faut ajouter au prix d'achat tous les frais qui ont dû être déboursés, dépensés, payés, afin que la marchandise soit livrée au bon endroit et prête à vendre. On parle alors de coûts incorporables qui inclut entre autres les frais de transport, la douane, les commissions aux courtiers et les assurances. On doit aussi inclure les frais d'entreposage, de stockage, quand par exemple vous importez de la marchandise par voie maritime, la marchandise sera stockée dans l'aire de stockage ou l'entreposage du port et il faut payer de l'argent là-dessus. Donc, il faut inclure les frais de transposage, de manutention, chargement, déchargement, de transformation, de réparation, tant que la marchandise n'est pas disponible pour la vente. Je reprends ça. On a une marchandise, des articles qu'on a achetés. Le coût de marchandise sera constitué des éléments suivants. Premièrement, le prix qu'on a payé, le prix d'achat qu'on a payé au fournisseur, plus les frais de transport, supposons qu'on l'a acheté de l'étranger, donc frais de transport de l'étranger jusqu'au Canada, frais de stockage dans le port ou bien dans l'aéroport, les frais de la douane, les commissions des douaniers, les assurances, le chargement, déchargement, s'il y a des petites réparations ou nettoyage, etc. Le total, c'est ce qu'on appelle le coût du stock de marchandises. Et le coût du bien qu'on a acheté, le coût du stock de marchandises, c'est comme ça qu'on le calcule. Juste une dernière chose très importante en ce qui concerne les frais de la douane. Comme vous le savez, une marchandise, une charge, un actif immobilisé acheté, il doit toujours être comptabilisé sans les taxes. C'est très important de le savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y a des étudiants qui oublient, ils incorporent, parce que sur la douane, vous allez payer TPS TV qui normalement, et les taxes ne sont pas incluses dans le calcul du coût d'acquisition des marchandises, le coût d'acquisition d'une immobilisation ou bien la charge, n'importe quelle charge d'exploitation. C'est très important de le savoir. On va prendre un exemple qui se trouve dans la page la page 160. D'accord? Donc, la page 160. Allez-y dans la page 160 et vous allez trouver cet exemple-là. Et vous allez avoir dans l'examen le même. D'accord? Donc, le coût d'achat ou bien le coût d'acquisition ou bien le coût du stock de marchandises. Est-ce que, ça y est, vous avez votre manuel devant vous? Le 21 juillet, Jérémy a commandé des planches à neige à un nouveau fournisseur du New Hampshire. Il a rencontré ce fournisseur américain lors du colloque annuel des sports extrêmes auquel il a participé en mai à Los Angeles. Les planches arrivent au port le 15 août.
Jérémy utilise les services d'une agence de courtage afin de dédouaner la marchandise. Au cours du mois d'août, en plus de la facture d'achat qui ne contient pas de taxes, parce que quand vous achetez de l'étranger, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TPS-TVQ. TPS-TVQ, c'est local, c'est canadien. Quand vous achetez ou quand vous vendez des articles taxables, eh ben, il faut charger les taxes. Même si vous allez vendre pour des clients à l'étranger. Au cours pourquoi? Parce que la vente a été réalisée sur le sol canadien, donc c'est les articles, c'est la marchandise, c'est les biens, les articles ou les services sont taxables, il faut appliquer les taxes. Au cours du mois d'août, en plus de la facture d'achat qui ne contient pas de taxes, il reçoit les factures suivantes en rapport avec les planches à neige qu'il a achetées des États-Unis. Nous avons ici, regardez, nous avons ici la facture des fournisseurs Monster Boards. Donc, il a acheté 6 planches à neige de type Nirvana Boards. Donc, le total, c'est $1 200. Il a acheté deux types, deux planches à neige catégorie ou bien nature Dragonfly Burst. Ça coûte $500. Donc, le total de la facture, c'est 1700. D'accord? 1700. Très bien. En plus, dans le port de Montréal, qui a reçu ces articles-là, port de Pointe-Saint-Charles, il y a les frais d'entreposage de 3 jours. Donc, les planches à neige, ils ont resté dans le port 3 jours. 3 jours. Chaque jour coûte $50. Donc, le total de 3 jours, c'est $150. Les frais de manutention, c'est-à-dire chargement, déchargement, mètre, etc., $75. Plus taxes, ça donne 258,60. Donc, le premier élément du calcul du coût de marchandises achetées, il y a le prix de la facture de fournisseur, 1700. Il y a les frais de manutention, $75. Il y a les frais d'entreposage, de stockage, 150. Allez-y, on va voir les autres. Il y a une autre facture, ici à votre gauche, courtier transaméricain. C'est un déclarant en douane et c'est chargé de dédouaner la marchandise achetée. Donc, tout d'abord, il a réglé la TPS, parce qu'il a réglé et sera remboursé, bien sûr, par le client, son client qui est Jérémy. Sur 1700, le montant de la marchandise, il a payé 5% la TPS et 9,975 la TVQ. Plus la commission, les honoraires de déclarant en douane, c'est $50. Et la TPS et la TVQ sur la commission du déclarant en douane, plus la commission avant les taxes, plus la TPS et la TVQ sur la facture d'achat, le total de la facture du courtier transaméricain, ça avoisine $312. Autre facture. Jusqu'à là, on doit ajouter les frais de la commission du courtier. Il ne faut jamais ajouter TPS et TVQ. Retenez-les bien
retenez-le bien parce que il y en a qui vont se tromper. Il ne faut jamais ajouter les taxes. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Faites attention, n'incluez pas, n'ajoutez pas les TPS et TVQ. Autre charge, autre montant à ajouter, c'est les frais de transport du port Pointe-Saint-Charles vers le magasin de Jérémy. Donc, ça a coûté 75 $ plus assurance 25 $. Donc, le total, c'est 100 $. Attention, regardez dans la facture de transport Levasseur, entre parenthèses, il a dit 75 TPS et TVQ incluses. 75 inclut les taxes, contient les taxes. Donc, il faut extraire les taxes. Je répète encore une autre fois. Le coût de marchandise achetée, la marchandise achetée des États-Unis par Jérémy va contenir le montant de la facture du fournisseur plus le montant des frais d'entreposage plus les frais de manutention plus les commissions du courtier plus le transport plus assurance. Aucune taxe, ni TPS, ni TVQ. Pour l'assurance, il n'y a pas de TPS, il n'y a pas de TVQ sur les assurances. D'accord? Donc, on prend le montant avec taxe incluse de l'assurance, parce que c'est une taxe spéciale. Il n'est pas récupérable. On va aller voir comment on a calculé tout ça. Regardez, le coût total du stock de marchandises, donc je vous ai mis des flèches pour comprendre comment on a pu calculer ces montants. 1700, il vient de la facture du fournisseur. 500, ça vient de la facture courtier France-américain. Pour les 225, il inclut 75 frais de manutention et 150 les frais d'entreposage. Frais de transport sur l'achat, bien à l'achat. Ce n'est pas 75. À 75, il inclut les taxes. Il faut extraire les taxes. C'est ce qu'on a fait. On a pris 75 divisé par 1,14 975 et ça nous a donné 65,23. Donc, montant avant les taxes, sans taxes. Les 25, c'est les assurances. C'est les assurances. Il inclut une taxe spéciale aux assurances. Ça ne nous concerne pas. Donc, le coût total du stock de marchandises est 1700 plus 1700, c'est le montant de la facture, plus commission du courtier, plus frais de manutention et d'entreposage au port Saint-Charles, plus frais de transport à l'achat, plus assurance, ça donne 2065,23. Est-ce que vous avez bien compris comment on calcule le coût total d'une marchandise? Maintenant, vous avez une autre simulation, la page 162 à 163, d'accord? Donc, Paul Panetta est le propriétaire d'un commerce de voitures d'occasion. Hier, il a acheté 4 voitures d'occasion à Lancôme. Il a dû faire nettoyer
les voitures à l'intérieur et à l'extérieur et effectuer quelques réparations mineures. Voici le détail des coûts engagés. Il y a la facture des encombres publics. Il y a Hyundai Accent, Mazda, Ford, Toyota. D'accord? Donc, le total partiel 50 000 plus la TPS plus la TVQ, ben, ça donne 57 487. Paul a dû faire nettoyer les véhicules pour les préparer à la vente. Chaque véhicule a nécessité 2 heures de travail au taux horaire de 40 $. Au taux horaire de 40 $. Le commerçant a dû changer les freins de la matrice. Okay? Les pièces ont coûté 400 $ plus les taxes et un mécanicien a travaillé 1 heure pour faire les réparations au taux horaire de 65. Les voitures sont maintenant prêtes à la vente. Quel sera le coût du stock pour ces 4 voitures? Vous avez ici la facture aussi des transports spécialisés Belgique. Donc, allez-y, calculez-moi le coût total de chaque voiture. Les 4 autos ont été transportées par un seul transporteur. Et on a payé 1 000 $ pour le transport. Donc, on a le premier élément de calcul des coûts d'achat de chaque auto, il y a le coût d'achat, ou bien le prix d'achat. Donc, sans taxe, il ne faut jamais inclure les taxes TPS et TVQ. La TPS et la TVQ ne doivent jamais figurer parmi les éléments qui composent le coût d'achat du stock. Donc, pour Hyundai, le coût d'achat sur la facture, c'est 6 000, 20 000 pour Mazda, 14 000 pour Ford et 10 000 pour Toyota Matrix. Deuxième coût, c'est le transport. Nous savons que le camion qui a transporté les 4 autos, ben, on a payé pour le transport 1 000 $. Donc, 1 000, ce montant-là sera réparti à parts égales sur chaque auto. Donc, on a 4 autos, on prend 1 000 divisé par 4, c'est 250. Donc, chaque auto nous a coûté un coût qui incorpore, qui inclut le transport 250, et aussi le nettoyage. Chaque auto a nécessité 12 heures de nettoyage. D'accord? Donc, chaque auto a été nettoyée durant 2 heures. Chaque heure, on a payé pour chaque heure le taux horaire, ça veut dire prix par heure, horaire, heure. C'est 40 $. Donc, 40 $ multiplié par 12 heures de nettoyage, ça donne 80. Donc, toutes les autos, toutes les voitures, dans leur coût d'achat, coût global de l'achat, va englober le prix d'achat 6 000 pour Hyundai plus 250 transport plus 80 de nettoyage. Donc, le coût total de la marchandise de Hyundai, 6 330. Pour Mazda 6-9, donc il y a le prix d'achat 20 000 plus frais de transport 250 plus 80 nettoyage, c'est 20 330. Pour Ford, il y a 14 000 le prix d'achat plus 200 prix de la facture bien sûr, et 250 nettoyage plus 80 $, 2 heures de nettoyage. Maintenant, pour Toyota Matrix, il a la même chose, sauf qu'on a ajouté autre chose. On a ajouté changement de frein. Les freins coûtaient 400 $ et la main-d'œuvre du mécanicien qui a travaillé sur
l'emplacement et le placement des freins pendant 1 heure. Donc, chaque heure, donc l'heure, le taux horaire, c'est 65 $. Donc, 10 000, le prix qui figure sur la facture, plus le transport de Toyota Matrix, plus le nettoyage de Toyota Matrix, plus changement de frein, ça donne 10 795. OK, donc j'ai vu que la majorité, ils ont trouvé les mêmes données. L'inventaire périodique veut dire que, par exemple, on va faire l'inventaire une seule fois à la fin de l'exercice. Ça s'appelle l'inventaire périodique. Par exemple, on va faire l'inventaire, on va aller au magasin et on va faire le comptage physique, le dénombrement physique. Par exemple, on a une librairie, on va compter les livres, les stylos, tout ça, tous les articles stockés en magasin. Supposons on va faire l'inventaire 2 fois par année, semestriellement. Chaque 6 mois, on va faire l'inventaire. D'accord? On va aller au magasin avec l'équipe inventariste et on va faire le comptage physique. Supposons on va faire l'inventaire 4 fois par année, c'est-à-dire après chaque trimestre. Donc ça, toutes ces fréquences-là, on les appelle l'inventaire périodique. L'inventaire périodique. Dans cet inventaire périodique, dans la comptabilité, quand vous allez faire l'inventaire périodique, fin d'année, 2 fois par année, 4 fois par année, quel est le compte qui sera concerné par l'inventaire, normalement? Donc, effectivement, quand vous allez faire l'inventaire périodique, le principal compte concerné sera le stock. Et quand est-ce que vous allez utiliser dans la comptabilité, à la fin de l'exercice, quel est le compte que vous allez utiliser? À la fin de l'exercice, quel compte vous allez utiliser pour enregistrer ce que vous avez compté physiquement, qui est le stock, bien sûr, le stock final. Donc, quand vous faites l'inventaire physique, quand vous allez faire l'écriture, après l'inventaire, vous allez, comme vous l'avez dit, vous allez utiliser le compte stock. Vous allez utiliser le compte stock début, stock fin. Tout ça, on va le voir après, d'accord? Maintenant, voilà la différence entre l'inventaire périodique, on le fait 1 fois, 2 fois, 4 fois, et l'inventaire permanent. Mais avant de parler de l'inventaire permanent, j'aimerais vous poser la question suivante. En attendant que vous fassiez l'inventaire périodique, c'est-à-dire l'inventaire physique 1 fois ou 2 fois ou 4 fois, quand vous achetez dans votre comptabilité, vous allez utiliser, parce que normalement le stock, c'est quoi? Le stock, c'est entrée de marchandises, sortie de marchandises, entrée de marchandises, sortie de marchandises, et à la fin, on aura un stock final. Pour ce qui est inventaire périodique, ça veut dire on fait l'inventaire 1 seule fois, 2 fois, 3 ou 4 fois par an. Quand vous faites la comptabilisation de vos achats de marchandises, quels sont les comptes que vous allez utiliser? Quels sont les comptes que vous allez utiliser? Achat fournisseur, exactement. Donc, achat fournisseur. S'il y a des escomptes, on va utiliser les escomptes. S'il y a les rabais, les rendus rabais, on va les utiliser, etc. D'accord? Donc, chaque élément qui a une relation avec les achats sera comptabilisé à part. Par exemple, achat de marchandises, je vais débiter achat, TPS PVQ, et je vais créditer la balance. Ça veut dire soit fournisseur, soit l'encaisse, c'est je paye au comptant.
Par exemple, j'ai frais de transport. Donc, je vais mettre achat, TPS TVQ, frais de transport, euh, TPS TVQ, commission courtier, TPS TVQ. D'accord? Ça, c'est l'inventaire périodique. La différence entre l'inventaire périodique et l'inventaire permanent est simple. C'est que dans l'inventaire permanent, regardez le mot permanent. Permanent, ça veut dire que vous allez connaître et avoir une idée, avoir une connaissance sur votre stock fin au moment de l'achat. Permanent. Après chaque achat, après chaque vente, on peut connaître notre stock final. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas utiliser achat, on va pas les comptes achats, etc. On ne va pas les utiliser, mais par contre, on va utiliser les comptes de stock. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, l'inventaire périodique est principalement utilisé par les petites entreprises. En vertu de ce système, qui est l'inventaire périodique, toutes les acquisitions de marchandises sont comptabilisées dans le compte achat. Les coûts incorporables, comme frais de transport ou douane, sont comptabilisés dans leur compte approprié correspondant. Quant aux rabais et aux escomptes, ils sont enregistrés, ça on va le voir, au crédit des comptes rendus et rabais sur achat et escompte sur achat. C'est des comptes qu'on utilise s'il y a escompte et rendu rabais. Le compte stock marchandises du bilan, tant qu'il n'est pas régularisé, présente donc toujours le solde au début de l'exercice. C'est normal. Quand vous avez commencé l'année avec un stock de 20 000 $, à la fin de l'exercice, vous allez trouver 20 000 $. Pourquoi? Parce que à partir du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, vous n'avez pas utilisé le compte stock. C'est normal qu'il sera toujours 20 000 $. D'accord? Juste une petite parenthèse en ce qui concerne les escomptes rendus rabais, vous allez trouver des petites définitions dans votre manuel comptabilité 1. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire un escompte? Un escompte, on le donne à un client qui va payer avant la date d'échéance. Par exemple, j'ai acheté une marchandise, j'ai acheté des ordinateurs, le fournisseur a mis dans la facture, il a mis 2% si vous payez dans 10 jours. 2% si vous payez dans 10 jours, à partir de la date de la facturation, vous aurez un escompte de 2%. Ce qu'on appelle paiement par anticipation. Ça, on va le voir dans quelques exercices, aussi dans les logiciels. Sur les logiciels, on va faire beaucoup de discounts. Pour ce qui est rabais, rendu et rabais, on le donne au client qui a constaté un défaut, une défectuosité, un article qui n'est pas conforme. On va lui accorder ce qu'on appelle un rabais. Pour ce qui est remise, on donne remise aux clients qui achètent de grandes quantités. D'accord? Et on a une grande relation avec ce client-là. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les restournes. Les restournes, généralement, on le fait à la fin de l'année pour les gens qui ont acheté durant l'année, avec qui on a réalisé un très bon chiffre d'affaires. On leur donne une restourne, un pourcentage de réduction. Donc, rabais, remise, ristourne, on les appelle les réductions commerciales. L'escompte, on l'appelle une réduction financière. C'est juste entre parenthèses pour comprendre. Mais tout ça, on va le voir dans les petites études de cas qu'on va faire ensemble pour la comptabilisation en inventaire périodique et aussi dans les deux logiciels.
Moi, attendez juste. Moi, je n'ai pas commencé cette partie-là et ne pas la terminer. Parce que ce qui va venir, il a une relation avec le début. Et si on le fait aujourd'hui, ben pour vendredi prochain, ça risque que je dois faire un petit rappel. Donc, voilà qu'est-ce que je propose. Donc, cette partie-là, donc on va commencer par la page 164, le vendredi prochain. Comme ça, on continue. La comptabilisation en inventaire périodique, comptabilisation en inventaire permanent, et en même bloc. Et après, on va faire l'évaluation du stock final. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?